Bonjour à tous, merci d'être connectés pour cette session autour de mon espace santé et l'ordonnance numérique en officine. Qu'est-ce que ça m'apporte dans ma pratique? On va vous rappeler avant de commencer quelques règles pour pouvoir échanger avec nous. Vous avez la possibilité de nous laisser des messages au travers du chat. Et si vous avez des questions, plutôt utilisez l'onglet questions pour justement faciliter le traitement et pouvoir répondre plus facilement à vos questions. Donc, pour cette séance, nous allons avoir 4 temps. Un premier temps autour de mon espace santé et le nouveau carnet de santé numérique et sécurisé des patients. Un deuxième temps où on va faire un focus plutôt sur les outils et vos pratiques. Un troisième temps autour de l'ordonnance numérique en officine, comment ça se passe. Et puis un dernier temps sur l'appropriation pour les professionnels et les usagers qui est en cours et vous montrer plus en détail ce qui se passe. Donc pour cette première session, nous allons justement évoquer mon espace santé et pour cela, je vais laisser la parole à Xavier qui va revenir sur justement le numérique en santé. Bonjour à tous et à toutes, merci pour votre présence. Donc en fait, le principe de mon espace santé et du Ségur numérique, en fait, c'est un investissement colossal de 2 milliards d'euros qui a pour objectif en fait de faire en sorte que vos logiciels professionnels deviennent compatibles avec mon espace santé. Donc mon espace santé, c'est le carnet de santé électronique des Français. On va y revenir longuement. Aujourd'hui, on a 95% de la population qui a un profil Mon Espace Santé. Et donc, la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment connecter vos logiciels professionnels avec Mon Espace Santé de façon à éviter des doubles saisies, par exemple. Donc, on a fait des évolutions conséquentes sur vos logiciels professionnels qui se passent en fait sur un schéma de plusieurs vagues de travaux de façon à pouvoir mettre en œuvre progressivement cette transformation. Et donc, on a financé et on est en cours de financement de ces mises à jour. Donc, c'est ce qu'on appelait les mises à jour Ségur pour vos logiciels professionnels et qui viennent implémenter dans vos logiciels des fonctionnalités nouvelles qui permettent de pouvoir alimenter mon espace santé aujourd'hui et qui demain, dans l'occasion de la vague 2, permettront de consulter mon espace santé directement depuis vos logiciels. On va y revenir évidemment longuement sur ces nouvelles fonctionnalités. Donc tout ça, ça permet en fait cet échange fluide et sécurisé des données de santé. Donc ces financements sont là pour transformer, accompagner la transformation de vos métiers. Hein. Les métiers, notamment à l'officine, sont en cours de mutation. Alors, évidemment, ça n'a pas attendu le Ségur et la Covid l'a très bien montré. Les pharmaciens ont repositionné leur mission vers de plus en plus de missions ouvertes vers le territoire et la population locale. C'était déjà quelque chose qui était enclenché avant le Covid, mais qui s'accélère depuis la mise en œuvre depuis la crise Covid, et qui aujourd'hui, en fait, on va dire, les logiciels suivent ce mouvement et vous accompagnent dans cette transformation des usages et de ces nouvelles missions. Donc ensuite, vous avez aussi en contrepartie des réglementations, des obligations réglementaires qui viennent s'imposer à l'ensemble des professionnels de santé. Donc on a d'un côté de l'aide au financement à travers des avenants et des conventions qui vous permettent d'être financés pour pouvoir utiliser et participer à cette transformation numérique, et des contraintes réglementaires qui imposent en particulier l'article 11.11.15 du Code de santé publique qui demande aux professionnels d'alimenter et de remettre aux patients un certain nombre de documents clés essentiels pour le parcours de soins du patient. Donc c'est une... Oula, on a du bruit. Je sais pas. Le parti pris, c'est vraiment une approche donc par vague, par petits pas. L'idée, c'est de montrer à voir les transformations des logiciels et de ne pas entrer dans un effet tunnel de plusieurs années. Donc c'est pour ça qu'on a séparé en deux grands ensembles la transformation de ces outils, notamment l'échéance qui vient de se terminer, qui était l'alimentation de mon espace santé. On va y revenir en termes de chiffres et de fonctionnalités. Et là, on a initié un travail sur cette vague 2 qui permettra à terme la consultation de mon espace santé depuis vos logiciels professionnels. Si tu veux bien.
avancer. Donc concrètement, en fait, l'idée c'est que autour de mon espace santé, donc autour du patient, on est un ensemble de professionnels, que ce soit des professionnels de la santé ou des professionnels du médico-social, qui puissent interagir en remettant les informations aux patients et pouvant consulter les informations remises par les autres professionnels aux patients. Donc c'est vraiment, on pouvait évidemment pas faire de l'interopérabilité de logiciel à logiciel et d'aligner tous les logiciels entre eux, bien sûr, il y en avait beaucoup trop. Par contre, en faisant du Mon Espace Santé le point focal, donc tous les professionnels, tous les logiciels des professionnels, qu'ils soient en établissement de santé, à l'hôpital, en cabinet de ville, en officine, en radiologie, en biologie ou dans le monde du médico-social, progressivement voient leur logiciel transformé pour pouvoir alimenter mon espace santé et consulter les informations. Et puis, on encourage aussi les professionnels à s'équiper et à enfin utiliser les messageries sécurisées de santé pour fluidifier les échanges directs entre professionnels dans un espace de confiance, de façon à ce que l'ensemble des données de santé de nos compatriotes soient protégées et ne quittent pas l'espace de confiance. Voilà, c'est vraiment un des points les plus importants dans notre dispositif. Et donc ces messageries de santé ont aussi l'ambition d'être intégrées dans vos logiciels professionnels de façon à ce que vous alliez consulter un document ou envoyer un document depuis votre logiciel ou que ce document vous parvienne par une voie de messagerie sécurisée, vous puissiez l'intégrer directement dans le dossier de votre patient de façon très fluide et très simple. Je t'en prie. Et je crois que je dois passer la parole. J'avais ces deux diapos. Tout à fait. Oui, voilà. Je reprends le relais. Vas-y, je t'en prie, Saïd. Alors, je ne vais pas revenir très, très succinctement pour vous représenter effectivement ce qu'est mon espace santé. Donc, mon espace santé est un espace numérique personnel et sécurisé qui a bien évidemment vocation donc, à être le carnet de santé numérique et interactif de tous les citoyens français. Alors, composé de 4 briques principales. Donc, un dossier médical, c'est pour vous, en tant que professionnel de santé, ce qu'on appelle le DMP. Pour l'usager, au travers de son profil Mon Espace Santé, on parle de dossier médical, donc qui permet à ce dernier de consulter, d'alimenter avec des documents qu'il souhaite ajouter dans son profil. Alimentation possible et consultation possible également côté professionnel de santé. Et puis cette brique s'appuie sur le dossier médical partagé, donc historique, dont l'historique est effectivement repris pour les anciens utilisateurs. Deuxième brique principale, une messagerie de santé qui est disponible pour les patients et qui permet à ces derniers, en tout cas, de pouvoir recevoir des messages à votre initiative en tant que professionnel de santé et également dans le cadre de la nouvelle fonctionnalité que je vous présenterai tout à l'heure, d'être à l'initiative en tant que patient de messages pour vous adresser soit des ordonnances ou d'autres documents. Ensuite, un catalogue de services, avec plusieurs applications référencées par l'État, via un catalogue réunissant la diversité des services utiles à la santé. Alors aujourd'hui, on en est à 25 applications référencées. Alors on parle d'applications avec sans échange de données de santé, puisque ça viendra ultérieurement. Et puis pour finir, on n'a qu'un agenda de santé qui n'est pas encore disponible, mais qui le sera très prochainement. Voilà. On peut passer à la suite. Alors, sur les notions de sécurité dont je viens de vous parler, effectivement, Mon Espace Santé est un produit sécurisé, au sens réglementaire et juridique du terme. Donc, toutes les données de Mon Espace Santé sont hébergées en France, par les prestataires de l'assurance maladie, en tant qu'hébergeurs de données de santé labellisés. Mon Espace Santé fait l'objet également d'un encadrement réglementaire strict sur le traitement des données personnelles de ses utilisateurs. Ensuite, donc les données médicales qui sont à la main aujourd'hui grâce à Mon Espace Santé, donc pour les patients et les citoyens français, seul l'usager ou ses représentants légaux et les professionnels habilités qui le prennent en charge ont accès à Mon Espace Santé. Donc pour les professionnels de santé, comme je viens de vous le spécifier, au travers du DMP en tant que professionnel. Donc aucun autre acteur, ça c'est important de le retenir, ne peut accéder aux données médicales stockées dans Mon Espace Santé. Ensuite, les usagers peuvent gérer finement les confidentialités de leurs données médicales au travers notamment de l'onglet « Un paramètre ». Donc, le patient a le droit de masquer, par exemple, certains documents ou de pouvoir donner en lisibilité et en visibilité accès à certains documents pour le professionnel auquel il souhaite donner accès à ces documents. Et pour finir, donc toutes les actions réalisées par les professionnels de santé sont tracées dans l'historique d'activité de l'usager, c'est-à-dire que à partir du moment où vous complétez par exemple le DMP du patient, ce dernier, en tout cas dans Mon Espace Santé, recevra une notification qui l'alertera que vous vous êtes connecté au DMP et que vous avez soit alimenté un document ou soit consulté son dossier médical. On peut passer à la suite. Alors, quelques chiffres au niveau national, comme le disait Xavier précédemment, donc plus de 66 millions de Mon Espace Santé ouverts,
Donc, ce qui veut dire que les citoyens français peuvent recevoir, dès à présent, en tout cas depuis le lancement, un document, un message par un professionnel de santé ou un établissement de santé, par exemple. Donc, ce qui représente en pourcentage 89% des citoyens français. 9,2 millions de citoyens ont activé leur profil Mon Espace Santé, ce qui représente 14% des usagers, avec en moyenne, donc mensuellement, plus de 200 000 usagers qui activent leur profil Mon Espace Santé. Concernant les applications mobiles, donc vous savez qu'elles sont disponibles sur les différents stores, c'est-à-dire Apple et Android. Donc on a entre 150 000 et 200 000 visiteurs uniques qui se connectent chaque semaine, ce qui représente un peu 26% des utilisateurs qui ont alimenté et rempli leur profil médical avec au moins une donnée de santé. Et puis pour tout ce qui concerne la messagerie, donc près de 215 000 messages envoyés par les patients à un établissement de santé ou à un professionnel de santé, sont inclus effectivement les réponses aux messages que vous pouvez envoyer grâce à vos messageries sécurisées MS Santé. Voilà. Que je dois passer la parole. Merci Saïd. Du coup, on va vous revenir justement sur l'alimentation. Et du coup, je laisse à nouveau la parole à Xavier qui va nous montrer cette belle dynamique. Voilà, donc en fait, on a pendant effectivement de nombreuses années eu un DMP qui était quand même relativement vide. Alors évidemment, le DMP, vous connaissez bien parce que vous en avez ouvert un certain nombre de millions tout de même, mais on avait cette problématique d'alimentation du DMP et historiquement, on avait à peu près 10 millions de documents qui avaient été chargés dans le DMP sur les 20 années à peu près dans lesquelles il a été en service. Donc cette accélération, vous la constatez avec nous, elle est massive. Donc là, c'est l'alimentation mensuelle. D'ailleurs, le chiffre pour le mois de septembre était à peu près estimé à 15 millions de documents échangés sur le mois de septembre. Donc vous voyez que cette accélération massive, donc notre ambition c'est pour la fin de l'année être à 250 millions de documents chargés dans mon espace santé et à l'échéance de 2026, si j'ai bonne mémoire, je crois que c'est de l'ordre de 450 millions de documents. Donc vous voyez une accélération progressive liée à des usages de plus en plus importants et un déploiement massif et évidemment simplifié par la mise en place des solutions Ségur, en particulier donc chez les principaux producteurs de documents, à savoir les médecins libéraux et les établissements de santé et les laboratoires d'analyse médicale. Donc on a eu vous voyez aussi cette accélération un petit peu plus détaillée ici, donc avec les principaux alimenteurs, si je peux l'exprimer de cette façon, principalement donc les comptes rendus d'analyse médicale qui sont, on va dire, les documents les plus structurés. Donc, c'est entre guillemets le plus facile puisque ce sont des machines qui envoient et qui émettent ces documents. Alors, en plus, ces documents, ils ont la particularité d'être dits structurés. C'est-à-dire que demain, quand vous serez en consultation, au moment de la dispensation d'un traitement, vous pourrez consulter en temps réel ou interroger, par exemple, la dernière biologie du patient pour vous assurer qu'elle est en lien avec l'ordonnance que vous êtes en train d'exécuter. Donc ça, vos logiciels seront en capacité d'aller chercher cette information. Alors, dans un premier temps, au moins de la lire et de la présenter, et éventuellement, après, en mettant de l'intelligence artificielle et de l'aide à la dispensation, de pouvoir interpréter ou vous aider à vous alerter si jamais il y avait des contre-indications importantes ou dangereuses pour vos patients. Donc voilà, là vous avez en fait une courbe un petit peu détaillée par domaine. On va avancer. Donc là, dans le domaine de l'officine, plus particulièrement, alors vous voyez, les chiffres sont encore embryonnaires, on est de l'ordre de quelques centaines de documents, mais quand même, on a alors en particulier des notes de vaccination qui sont envoyées vers les dossiers des patients. Donc là, depuis la mise en œuvre des dispositifs Ségur, et un tout petit peu avant parce que il y avait quelques personnes qui se connectaient au dispositif et qui faisaient, mais c'était vraiment très très embryonnaire. Mais on a maintenant un petit peu plus, là, quelques centaines de documents chaque mois. On pense qu'il y aura une accélération un peu plus importante à partir de l'automne, là, du coup, enfin à partir de maintenant avec les notes de vaccination là et la campagne de vaccination Covid et grippe qui vont accélérer un petit peu ce process. À savoir quand même que pour pouvoir envoyer un document dans les dossiers des patients, il faut avoir qualifié leur identité nationale de santé. On pourrait y revenir s'il y a des questions sur ce sujet, mais on sait que c'est un point de difficulté parfois ou d'incompréhension des professionnels et des professionnels et des patients, mais c'est un point essentiel puisque il s'agit d'identito-vigilance. Donc voilà, là on est vraiment sur un début embryonnaire, mais on a quand même quelques alimentations qui commencent à arriver.
Alors, côté consultation maintenant, si tu veux bien, merci. Donc, on a aussi de la consultation des documents. Alors, on n'a pas mis le détail parce que là encore, on a alors à l'échelle de 20 500 officines, évidemment, c'est encore très embryonnaire, mais on a un petit peu de consultation. Alors aujourd'hui, cette consultation, elle n'est pas intégrée dans vos logiciels, hein, on l'a dit, ça sera dans la vague 2 Ségur. Toutefois, on a intégré dans vos logiciels aujourd'hui, à partir du moment où vous vous connectez avec ProSanté Connect à votre LGO, vous pouvez consulter, enfin vous avez un bouton dans la fiche patient qui vous renvoie directement sur le web PSDMP et qui vous permet d'accéder directement à la fiche après avoir validé que le patient ne s'est pas opposé à la consultation de son DMP, qui vous permet quand même d'accéder à la fiche patient dans le web PSDMP. Alors, on est bien conscient que c'est pas la façon la plus ergonomique de faire, mais c'est on va dire une façon temporaire de le faire, le temps que les travaux évoluent et fassent évoluer vos logiciels pour pouvoir consulter en intégré logiciel. Voilà. Donc probablement que ce ne sera pas quelque chose qui sera fait de façon systématique pour tous les patients, mais on peut imaginer que pour des patients chroniques ou des patients ayant des difficultés particulières de sortie, par exemple hospitalière, pour laquelle vous n'arrivez pas à retrouver une lettre de liaison hospitalière, vous pourriez, en tout cas le cas échéant, dans certains cas, aller dans leur web PS et probablement trouver de plus en plus de documents les concernant. Donc, merci voilà. Xavier pour cette transition. Justement, maintenant qu'on a vu les quelques chiffres, on va passer sur du concret, comme certains le réclament. Donc l'idée, c'est vraiment de faire un focus sur les outils dans un premier temps et après dans les usages. Donc sur les outils, du coup, je vais compléter ce que Xavier disait. En fait, ce n'est pas un nouvel outil, c'est simplement une mise à jour d'un logiciel qui est dit Ségur. Et l'idée, c'est vraiment, il y a eu un premier travail autour justement de l'ergonomie, faciliter l'utilisation au maximum pour justement faire en sorte que l'alimentation soit le plus simple possible et de réduire finalement au maximum une action humaine qui serait nécessaire. Et pour vous, de votre côté, donc tout pour côté usager, là on l'a évoqué, c'est la partie liée à mon espace santé. Côté professionnel, c'est à partir de votre LGO, vous allez avoir un certain nombre de services qui vont être intégrés, que ce soit la messagerie sécurisée et le DMP. Qui est en cours, bien sûr, comme disait Xavier, par rapport à la vague 2 en train d'évoluer. Mais Xavier, si tu peux nous dire quelques infos sur les chiffres clés, justement, par rapport en officine, comment ça se passe ce déploiement, parce que je pense que c'est plutôt positif. Alors, effectivement, c'est très positif. Alors, globalement, les installations Ségur ont été couronnées de succès. On l'a vu tout à l'heure, il y a 99% des bons de commande qui ont pu être exécutés sur la partie ambulatoire et hospitalière. On a, en gros, je vais résumer, mais en gros, on a à peu près 19 800 pharmacies qui sont installées Ségur sur un total de 20 500 pharmacies approximativement. Donc, on a un très très bon score. Maintenant, il va falloir transformer tout cela en usage, mais en tout cas, voilà, on a un excellent score. On est à 98% de pharmacies installées. Celles qui n'ont pas été installées sont des pharmacies avec des logiciels pour lesquels on n'a pas eu la dernière mise à jour. Enfin, l'éditeur n'a pas eu la possibilité de faire les dernières mises à jour sur une version obsolète de son logiciel et du coup a raté, entre guillemets, raté la fenêtre de financement Ségur, mais pourra par la suite installer ces logiciels. Alors, je ne sais plus si on avait le chiffre après sur le nombre de logiciels Ségur. On l'a pas. C'est plus tard ou je sais plus. Donc, vous savez que sur le marché, on a 11. Ok, bon, si c'est plus tard, je le garderai pour tout à l'heure. Je ne savais plus si on l'avait mis dans le support. Je leur dirai tout à l'heure. Pas de souci. Et du coup, pour illustrer justement un peu comment ça se passe en officine, on vous propose de visionner une petite vidéo qui va justement illustrer ça.
Et du coup, on revient justement sur la présentation. Et du coup, je laisse la parole à Xavier pour justement parler plus de la consultation du volet médical qui se trouve dans mon espace santé. Alors, pour cette connexion, en fait, depuis... Pardon, c'est bon, vous m'entendez ? Oui. Oui, ok. Donc pour cette connexion, aujourd'hui, vous avez le choix de pouvoir vous connecter à votre logiciel via votre carte CPS ou ICPS, qui permet en fait d'avoir on va dire, cette connexion directe ensuite vers le dossier le WebPS DMP. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc l'idée de cette connexion, c'est d'abord de la sécuriser sur votre logiciel et de fluidifier l'échange, de fluidifier la connexion au WebPS DMP. À terme, ça permettra aussi un professionnel qui sera connecté via la ICPS à son logiciel pourra consulter de façon automatique les documents contenus dans mon espace santé. À l'inverse, un professionnel qui sera enregistré uniquement avec les codes, on va dire, locaux de sa solution logicielle ne pourra pas consulter le WebPS DMP. Donc voilà, ça fait partie des éléments de contexte. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis en place l'inscription des préparateurs en outils. Les préparateurs en pharmacie d'officine sont maintenant éligibles au RPPS et donc vont pouvoir disposer de leur carte ICPS de façon à accéder aussi à ces informations. Donc il y a une matrice d'habilitation et de droit qui permet aux professionnels, aux préparateurs et aux pharmaciens d'accéder à un certain nombre de documents avec l'accord du patient. Voilà, et ce sera un prérequis. Alors, on est bien conscient que la carte ICPS dans un contexte officinal est pas forcément aujourd'hui avec le téléphone portable la solution la plus ergonomique, et on travaille déjà pour la vague 2 à trouver une solution ergonomique qui permettra on va dire, déverrouiller le poste de travail de façon fluide, simple et ergonomique, sans forcément greffer un téléphone portable dans la main de tout le monde au comptoir. Je l'ai évoqué aussi pour pouvoir pousser un document ou consulter ces informations. Donc, il est indispensable de qualifier l'identité nationale de santé. Donc, cette identité nationale de santé, ça passe par une sollicitation d'une pièce d'identité qui permet de vérifier les traits d'identité du patient et d'appairer votre logiciel avec les 66 millions de dossiers en ligne, de façon à être absolument certain que le document que vous allez pousser ou que vous allez consulter concerne bien le patient que vous avez en face de vous et pour lequel vous faites un soin ou une dispensation. Donc c'est vraiment, il faut vraiment le percevoir comme un acte d'identito-vigilance, c'est-à-dire que c'est une chose à faire une fois. C'est pas quelque chose qu'on vérifie, c'est pas un contrôle d'identité pour s'assurer que la personne n'est pas en train de frauder ou des choses de cette nature. On est vraiment sur appairer son logiciel avec l'ensemble des 66 millions de documents et vous mettre en confiance sur le fait que le document que vous allez consulter, le résultat de biologie par exemple demain, ou la dispensation que vous allez projeter, ou la note de vaccination que vous allez envoyer dans un dossier médical, soit bien le bon patient, celui du bon patient. Ça, c'est extrêmement important. Donc voilà, en attendant l'intégrer logiciel, vous avez cette possibilité du DMP, du WebPS DMP. Vas-y, je t'en prie. Vas-y. Alors, un exemple très concret, la note de vaccination, qui est évidemment de saison, on va dire. Donc, le pharmacien va saisir dans son logiciel un certain nombre de renseignements relatifs au vaccin qu'il va injecter au patient, donc son numéro de lot, enfin tout un tas d'informations. Et en fait, cette note de vaccination va ensuite être envoyée dans le DMP du patient. Et le DMP du patient va convertir cette note de vaccination en historique de vaccination. C'est un peu un carnet de vaccination électronique du patient. Donc, imaginons que le patient... Alors, aujourd'hui, il n'y a que les pharmaciens qui ont cette fonctionnalité dans le logiciel. Et pour les autres professionnels, ce sera intégré dans la vague 2 pour des raisons d'agenda et de disponibilité des cahiers des charges au moment où on a lancé les travaux. Donc, c'est les pharmaciens qui en bénéficient les premiers. Mais imaginons demain un patient qui se fait vacciner pour un sujet chez le pharmacien, un autre chez le médecin et un troisième chez une sage-femme ou une infirmière. En fait, chacun de ces professionnels va alimenter des notes de vaccination qui vont se compiler dans l'historique de vaccination, et vous, en retour, vous pourrez consulter cet historique de vaccination qui permettra de savoir, par exemple, si votre patient est à jour de vaccination par rapport à son calendrier vaccinal, et de lui proposer, le cas échéant, une vaccination si jamais vous vous rendez compte qu'il n'est pas à jour. Donc ça, c'est vraiment
un point très concret, et ça va se passer exactement de la même façon pour des comptes rendus d'entretien pharmaceutique ou les bilans partagés de médication, par exemple. Donc toujours pareil, hein, sous réserve que évidemment l'INS ait été qualifié préalablement. Du coup, je poursuis, Nelsa. On t'entend pas, ton micro est fermé. Alors, petit retour sur la nouvelle fonctionnalité donc, qui est mise à disposition de l'ensemble des citoyens et des patients donc, depuis le mois de mai, hein, avec un lancement officiel donc, pour les versions web le 16 mai et sur les versions mobiles donc, depuis le 22 mai. Alors, les patients ont désormais la possibilité de vous contacter directement donc, pour vous envoyer une ordonnance ou un autre document. Alors, cette fonctionnalité-là qui a été créée et implémentée donc, par la CNAM est très simple hein, en termes de parcours et d'utilisation. Donc, première étape, le patient cherche dans ses documents, une fois qu'il est connecté sur son profil Mon Espace Santé, donc l'ordonnance qu'il souhaite partager avec vous, ou en tout cas avec son officine. Deuxième étape, donc le patient cherche et sélectionne la pharmacie de son choix. Et troisième étape, il rédige le message, donc accompagnant son document. Alors, on a formaté, préformaté un message type. Bien sûr, le patient a toute possibilité ou le loisir, en tout cas, de modifier le message pré-rempli. Ensuite, deux prérequis très importants. Donc, côté patient, il faut bien évidemment que le patient ait activé son profil Mon Espace Santé, sinon ça ne fonctionne pas. Et côté pharmacie, il faut que vous soyez absolument équipé d'une boîte MS Santé de type organisationnel, donc de service. Alors, pour l'instant, on vous a remis un petit point de vigilance. L'envoi d'un document, donc via Mon Espace Santé, ne dispense pas le patient de ramener l'ordonnance papier à la pharmacie. Ensuite, on vous a remis aussi un petit lien qui vous renvoie vers le kit accompagnement des officines qu'on a créé courant mai et début juin et qui a été diffusé à l'ensemble des acteurs, qu'ils soient institutionnels, professionnels de santé, et également pour nos acteurs terrain, côté réseau. Donc, si vous êtes accompagné par des DNS de l'assurance maladie, par exemple, donc ils ont ces informations-là qu'ils peuvent aussi vous diffuser lorsqu'ils vous accompagnent. On peut passer à la suite. Alors, au niveau des écrans, comment ça se passe concrètement par rapport aux trois étapes que je viens de vous présenter. Donc, le patient, une fois qu'il est connecté sur son profil, donc recherche son ordonnance avec une prévisualisation du document. Donc, ensuite, il le sélectionne et vous voyez un petit bouton donc sur la gauche qui est partage d'un document. Donc, dès qu'on clique dessus, un pop-in s'ouvre, ce qui nous amène effectivement sur le choix donc, de pharmacie. Alors, le patient sélectionne l'officine destinataire pour partager le document. Alors, plusieurs possibilités. Le professionnel, donc l'établissement qui sont habilités et qui ont déjà écrit au patient, donc à votre initiative, apparaissent en haut dans la pop-in. Donc, on voit par exemple un laboratoire, une officine et puis un médecin. Sur la partie basse, une fois que le patient a sélectionné et appuyé sur le bouton, s'afficheront les officines qui figurent dans l'historique de remboursement et qui sont équipées également d'une boîte aux lettres organisationnelle MS Santé. Toutes celles qui n'ont pas aujourd'hui de balle organisationnelle MS Santé apparaîtront en bas, donc dans la liste, mais sans possibilité pour le patient de sélectionner ces officines-là. Donc ça, c'est le prérequis dont je vous ai parlé juste avant. Et troisième étape, donc une fois que le patient a sélectionné son officine, ça le redirige effectivement vers la rédaction du message, avec le message pré-rempli. Il a juste effectivement à soit compléter le corps du message. Bien évidemment, il n'a pas à saisir l'adresse MS Santé puisqu'il n'est pas censé la connaître, donc votre adresse MS Santé organisationnelle. Donc ça, c'est déjà implémenté de manière automatique. Et ensuite, il a juste à appuyer sur le bouton « Envoyer » et vous recevrez, donc au travers de votre messagerie donc, organisationnelle, le dit document. Donc, voilà. Merci Saïd pour cette présentation. Du coup, pour continuer dans cette logique, vous montrez vraiment comment ça se passe de l'autre côté. Je vous propose de visionner cette vidéo qui vous montre comment ça se passe côté patient. Justement,
Et du coup, je vous propose de faire un focus sur l'ordonnance numérique. Et là, je vais laisser la parole à Sandrine, qui va justement nous en dire un peu plus sur qu'est-ce que l'ordonnance numérique. Bonjour, donc peut-être que certains d'entre vous ont déjà utilisé l'ordonnance numérique. Alors, l'ordonnance numérique, c'est quoi et c'est dans quel objectif? Alors, l'objectif, c'est vraiment de sécuriser aujourd'hui le circuit de prescription et de délivrance des ordonnances, donc sécuriser le circuit entre les professionnels de santé. Donc, on s'appuie là encore, comme dans mon espace santé, sur une base de données hébergée en France, donc selon les standards de la plus haute sécurité. Et donc, l'accès à ce qu'on appelle la base e-prescription va être réservé aux professionnels de santé qui vont avoir accès, alors aujourd'hui en carte CPS, demain en carte ICPS et avec tout facteur d'authentification sécurisé qui pourra se développer. Donc, l'accès se fait donc pour les prescripteurs avec la CPS et toutes les données qui vont s'échanger vont être structurées et codifiées à partir de référentiels. Notamment, je pense aux produits de santé qui est la première type d'ordonnance numérique qu'on a commencé à déployer. Je vous en dirai un petit peu plus sur l'état du déploiement tout à l'heure. On va utiliser pour s'appuyer pour les produits de santé sur les logiciels d'aide à la prescription sur lesquels s'adosse obligatoirement à la prescription pour les médicaments. Et pour les autres actes qui ne font pas l'objet de codification, tels que les actes, par exemple, de prescription, actes infirmiers, on va utiliser le texte libre. On vise tout le champ des produits de santé, notamment y compris les médicaments d'exception et les médicaments stupéfiants pour ce processus. Et donc, comment ça va se passer concrètement? Le prescripteur va faire sa prescription, donc classiquement, mais adossé avec un logiciel d'aide à la prescription. Le processus va être généré un QR code qui va s'apposer sur la prescription du volet papier et qui va comporter l'identifiant unique de prescription qui va pouvoir être lu par le professionnel prescrit, donc dans notre exemple, le pharmacien, qui va pouvoir lire ce QR code quand le patient va venir à l'officine, alors sachant que ça garantit la liberté de choix du pharmacien qui va exécuter la prescription. Et par rapport à cet appel au QR code, le pharmacien va pouvoir aller lire directement l'ordonnance numérique qui va être dans la e-prescription, dans la base e-prescription. L'intérêt, vous le voyez, c'est que vous allez pouvoir confronter les données qui ont été mises par le prescripteur dans la base ordonnance numérique avec ce qui vous est donné comme document papier par le patient et éventuellement détecter d'éventuelles modifications qui auraient pu avoir lieu. Donc, c'est notamment, ça contre certaines fraudes. Et puis, intérêt aussi, c'est que le logiciel métier va pouvoir alimenter directement mon espace santé en format PDF et donc le patient à tout moment pourra retrouver l'ordonnance. Notamment, on sait que des patients se représentent chez le médecin parce qu'ils ont perdu un traitement en renouvellement. Là, le patient trouvera directement l'ordonnance dans mon espace santé et il pourra aussi, le patient, l'envoyer directement au pharmacien avec la fonctionnalité que vient d'évoquer Saïd. Petite précision parce qu'on a beaucoup de questions des pharmaciens dessus. À partir du moment où donc on a un décret en cours là sur le cadre de l'ordonnance numérique qui devrait paraître prochainement, à partir de la parution de ce décret, les médecins ne seront plus obligés de faire un volet papier spécifique pour les ordonnances de stupéfiants et médicaments d'exception, puisqu'on considère que le circuit ordonnance numérique sécurise assez le dispositif pour ne plus besoin d'avoir le papier, notamment filigrané pour les stupéfiants. On peut passer à la slide suivante. Donc, je vous rappelle rapidement le schéma que je viens d'évoquer. Rédaction de la prescription, notamment à partir du logiciel d'aide à la prescription pour les médicaments. La prescription faite par le prescripteur, donc qui a bien sûr eu l'installation du module ordonnance numérique. Et on va le voir, il y a déjà 5 logiciels qui se déploient côté médecin. Il y a un enregistrement donc, de l'ordonnance numérique du volet PDF dans le DMP, mon espace santé du patient. Il va y avoir impression de l'ordonnance comme aujourd'hui avec le QR code. Et donc, en sortie de consultation, le patient peut se rendre à l'officine avec le QR code apposé sur la prescription. Le pharmacien va pouvoir lire le QR code et appeler la base et en fait ensuite enregistrer dans la base ordonnance numérique tous ces actes d'exécution qui vont être tracés.
Et autre intérêt aussi pour les professionnels de santé, c'est que le médecin prescripteur pourra avoir accès, s'il n'y a pas eu opposition du patient, aux données d'exécution, ce qui va permettre éventuellement de détecter une éventuelle non-exécution de la prescription et qui pourra donner à l'objet de discussion avec le patient. Côté pharmacien, ça permet d'avoir cette traçabilité et aussi une simplification du processus puisque le pharmacien peut décider de ne plus envoyer la prescription via le dispositif SCORE vers l'assurance maladie. Donc, c'est au choix du pharmacien de déconnecter ce mécanisme puisque côté assurance maladie, on aura accès aux données de l'ordonnance numérique et avec les données d'exécution, donc sans qu'il y ait en plus un envoi de la pièce scannée via SCORE. Donc, ça simplifie aussi le processus. On peut passer au slide suivant. Donc, un état du déploiement aujourd'hui, vous le voyez, 5 logiciels médecins qui ont eu ce qu'on appelle un go pré-série, c'est-à-dire qu'en plus de ce que vous a expliqué tout à l'heure, Xavier, sur le fait qu'on a intégré le module ordonnance numérique dans les versions Ségur des logiciels et côté médecin et côté pharmacien, on préfère avoir une phase de test avec les logiciels qui ont eu un référencement Ségur pour vérifier le processus de bout en bout. On sait que l'ordonnance est quand même au cœur de l'activité des médecins et des pharmaciens et on veut vraiment vérifier avant de déployer de façon massive le processus. Donc, 5 logiciels ont eu ce go après test en pré-série. Vous le voyez, un petit peu moins de 10 000 médecins qui aujourd'hui ont créé une ordonnance numérique et donc les déploiements là se poursuivent avec des gros éditeurs qui commencent à déployer. Bientôt 5,6 millions d'ordonnances numériques créées. Côté pharmacien, on a aujourd'hui 2 éditeurs pharmaciens qui représentent près de 50% du marché, qui ont eu le go après pré-série, donc qui sont en train de déployer. Forcément, moins de pharmaciens en regard, puisqu'il faut forcément, pour que le pharmacien puisse faire une ordonnance numérique, qu'un médecin dans son périmètre ait commencé le processus. Et vous voyez un peu moins de 13 000 ordonnances numériques qui aujourd'hui ont pu faire l'objet d'une consultation par le pharmacien. Donc voilà, on est au début du déploiement, sachant que ça devrait aller vite, puisque en principe, les textes prévoient une généralisation de l'ordonnance numérique d'ici fin 2024. Merci Sandrine. Maintenant, on va évoquer avec vous justement comment s'approprier en fait, tous ces outils, aussi bien pour les professionnels que pour les usagers. D'ailleurs, on va vous évoquer dans un premier temps la campagne qui est en cours. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dernièrement, à la télé, vous avez des spots publicitaires autour de Mon Espace Santé. Et du coup, je laisse Saïd reprendre la parole pour justement nous dire un peu plus sur les structures actuellement. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, ok, super. Alors, par rapport au dispositif de communication, j'ai vu qu'il y avait une question tout à l'heure sur les actions de com qu'on a pu lancer depuis un certain temps d'ailleurs. Alors, 2 grands dispositifs, ce qu'on appelle la com mass média, donc une pour les usagers et une autre pour les professionnels de santé. Alors, vous avez différentes briques. Alors, concernant les médias classiques pour une communication active à 360 degrés. Alors, côté patient, on a lancé de nouveau, début septembre, la diffusion de nouveaux spots qui avaient été déjà diffusés auparavant. Donc, la première vague de communication grand public à la télévision. Complétée aussi donc, par, comme vous le voyez, des diffusions aussi sur les spots radio. Ce qu'on appelle également de la vidéo en ligne. Donc, vidéo online. Alors, je suis désolé, attendez, j'ai un petit problème de latence. Hop. Vous m'entendez toujours? Oui, on t'entend toujours. Donc, je vous le disais, pardon. Donc, en médias, spot TV, vidéo en ligne, des spots radio, etc., qui ont été diffusés. Ce qu'on appelle OPS, ce sont les opérations spéciales. Par exemple, des spots radio en podcast ou des choses un peu spécifiques donc, qui ont été diffusées aussi dans les grandes radios françaises, type RMC, etc., RTL2. On a une brique aussi en hors média, donc ça concerne aussi un enrichissement des kits de communication qui avait été déjà réalisé avec le système d'affiches, par exemple, que vous retrouvez au centre de la slide. Donc, on a construit avec la DNS et puis l'ANS
5 fiches donc, attribuées aux 5 couloirs, donc, dont les pharmacies font partie, et qui ont été normalement, si je ne dis pas trop de bêtises, distribuées aux ARS, qui se chargeront ensuite, par l'intermédiaire des collègues aussi de l'assurance maladie et des grades, de vous les distribuer. Et on a aussi mené des actions de communication sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, donc qu'on appelle X aujourd'hui, et Facebook. Pour la partie professionnelle de santé, donc dans le détail, idem, réplique sur des opérations spécifiques, donc des opérations spéciales par l'intermédiaire de radios spécialisées ou des spots un peu spécialisés, de la presse spécialisée également, par exemple le quotidien du pharmacien. Donc alors, vous retrouvez aussi de l'information concernant la promotion de mon espace santé. Concernant le hors média, c'est exactement ce que je vous ai dit par rapport au grand public, donc avec l'enrichissement des kits de communication. Donc vous retrouvez des flyers par exemple, des vidéos aussi que vous pouvez afficher dans vos officines, des affiches également. Et puis les réseaux sociaux également, donc les comptes LinkedIn, ce sont des comptes professionnels, et également sur Twitter. Voilà. Sans oublier effectivement ce qu'on vous a mis en bas de slide, le dispositif Relations Presse, puisque vous êtes censé savoir qu'il y a eu une conférence de presse il y a très peu de temps. Donc vous pouvez retrouver également sur le site de l'ANS le communiqué de presse qui avait été diffusé largement au niveau national. Voilà. Merci Saïd. Et en complément de ces actions, je vais laisser la parole à Xavier pour nous présenter justement le réseau des ambassadeurs qui est en train de se mettre en place depuis un petit moment sur les régions. Oui, alors en fait, on met en place pour accompagner un certain nombre d'utilisateurs qui sont en difficulté vis-à-vis du numérique. Alors on pense bien sûr à des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap, mais pas seulement, parce qu'il y a plein de personnes tout à fait diplômées, professionnels de santé ou autres, qui sont aussi parfois en difficulté face au numérique. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer de sensibiliser, d'accompagner l'ensemble des utilisateurs qui sont, on va dire, de façon générale, en fragilité face au numérique, pour les aider à prendre en main ces outils, à monter en compétences et à sensibiliser le public sur ces dispositifs. Donc c'est à la fois de l'information grand public sur le terrain pour aider les gens à accompagner, à ouvrir mon espace santé, à le découvrir et à commencer à s'en servir, et aussi accompagner des personnes, on va dire de façon très générique, en fragilité numérique, pour appréhender ces outils, en comprendre les enjeux et à la mesure de leurs possibilités, pouvoir intégrer, enfin les utiliser au mieux et les exploiter. Donc aujourd'hui, c'est plus de 2000 actions qui ont été gérées. On a plus de 1600 ambassadeurs un petit peu partout sur le territoire, et ils peuvent être soit mobilisés dans des événements locaux. Là, par exemple, en région PACA, on a un PACA Tour qui a démarré et qui fait le tour des principales villes de la région et villages pour pouvoir aller quotidiennement ouvrir des espaces santé et aller à la rencontre de la population. Et ça se répète un petit peu partout sur le territoire de façon régulière. Voilà, donc on a aussi des réseaux comme ça qui se mettent en place. Merci Xavier. Et du coup, en complément de ça, on a forcément, comme l'a évoqué au tout début Saïd, un kit qui a été fait pour justement aider les officines à accompagner et pour sensibiliser leur patientèle. Donc ça fait partie des outils qui sont disponibles sur le site de l'ANS. Vous avez aussi des flyers, des affiches un peu plus orientées sur l'INS, donc l'Identité nationale de santé, et aussi des réponses autour des principales questions que les patients peuvent avoir, notamment autour de la sécurité des données, puisque d'ailleurs ça tombe bien, ce mois-ci c'est le mois de la cybervigilance, donc je vous invite justement à relayer cette information en disant voilà, les informations sont sécurisées sur mon espace santé, c'est un espace qui justement permet d'éviter que les informations soient propagées dans d'autres environnements, puisque c'est un espace HDS avec un cloud dit souverain, mais ça on l'évoquera peut-être pas plus en détail, ce sont des aspects un peu plus techniques. Donc là c'est vraiment la partie patientèle, donc avec des éléments pour vous, et puis il y a aussi pour vous, de votre côté, mieux appréhender toutes ces notions-là. Nous avons mis en place des outils, des modes d'emploi pour mieux appréhender les sujets du dossier du DMP, que ce soit la MS Santé. Aussi,
puisque je sais que dans les questions, il y a des questions autour des droits et règles d'accès. Donc, on a une fiche pratique qui rappelle justement comment ça se passe pour avoir accès à mon espace santé, qui a le droit et il a le droit de voir quoi comme données. Donc voilà, ça c'est des fiches qui sont disponibles. Vous avez aussi un mémo, finalement des fiches réflexes autour de l'INS et aussi sur les retours du téléservice INSEE, ou par exemple quand vous avez des cas de discordance, comment ça se passe. Donc vous avez des fiches réflexes pour vous aider dans ces aspects-là. Et puis, c'est vrai, il y a beaucoup d'informations. Et sur le site de l'ANS, vous allez remarquer qu'en bas des pages, vous avez toujours une petite boussole. Donc, sur cette petite boussole, vous avez juste à cliquer dessus. C'est un orienteur. Elle va vous permettre en fonction de votre profil. Donc, si vous êtes pharmacien d'officine, que vous exercez que vous exercez en officine, que ce soit préparateur et ainsi de suite, vous allez avoir finalement une orientation autour des éléments de réponse autour des questions que vous allez avoir, que ce soit la CPS, le RPPS+, et essayer justement de vous orienter pour trouver la bonne information pour vous. En complément, on vous propose aussi de faire un petit focus sur d'autres outils qui sont aussi disponibles. Le dernier, vu qu'on est toujours sur des aspects de cybersécurité, ça va être autour de la donnée personnelle avec un guide que la CNIL a sorti justement pour mieux appréhender toutes ces histoires de RGPD, donc le règlement européen sur les données personnelles. Vous allez aussi avoir des informations sur amélie.fr en complément, et aussi, puisqu'on a évoqué le sujet du DMP, notamment le Web PC DMP, si vous avez besoin d'un tutoriel, vous allez aussi pouvoir retrouver ce tutoriel sur le site dmp.fr. Donc ça, c'est pour les outils pour appréhender mon espace santé. Et c'est vrai que c'est beaucoup de documentation technique. Il y a eu cette volonté aussi d'accompagner les acteurs à mieux s'approprier ces connaissances. Et pour cela, l'ANS a mis en place une plateforme de e-learning. Ce sont en fait des modules assez courts qui vont vous permettre d'appréhender différents sujets de manière très, très courte. 5 minutes en général, vous avez le temps. Vous pouvez le faire sur un ordinateur, mais aussi sur votre téléphone. Et vous pouvez justement appréhender mieux l'INS, l'AMS Santé, comprendre ces différences entre boîte organisationnelle, boîte personnelle, si ça ne vous parle pas, c'est les fameux balles qu'évoquait Saïd, ou alors les sujets de l'ICPS, du DMP. Et bien sûr, prochainement, vous allez aussi avoir un module autour de mon espace santé. En attendant, vous allez avoir aussi puisque toujours le mois de la cybersécurité, des modules autour de la cybersécurité, si le sujet vous intéresse. Et je vous propose de passer au temps questions-réponses. Et on a à peu près 9 minutes. Je sais que certains ont déjà répondu à certaines questions. Donc voilà, Saïd a mis en avant… Alors, je vais peut-être prendre la parole juste pour répondre à la question de M. Jouard Megartsi sur les formations en officine sur ce sujet pour les équipes officinales et les professionnels de santé. Alors, on n'a pas de dispositif de formation à proprement dit en direct avec les professionnels de santé. Par contre, de ce que vous a présenté Nelsa et puis Xavier tout à l'heure, il y a tout un corpus documentaire qui peut vous aider effectivement déjà vous à être informé de ce qui se passe, de tous les éléments de communication qu'on a mis en œuvre au niveau national. Et par extension, vous pouvez aussi distribuer, en tout cas diffuser de l'information de manière massive à vos patients quand ils se rendent en officine. En complément, si je peux me permettre, la DNS finance un certain nombre de dispositifs de formation, à savoir qu'à partir de la rentrée prochaine, tous les étudiants des cursus de santé auront des heures obligatoires de e-santé, du numérique en santé pour en comprendre les enjeux. Donc ça, c'est sur la partie formation initiale. Et en formation continue également, il y a des dispositifs qui sont financés pour pouvoir accompagner les organismes qui vous forment en continu, de façon à vous fournir aussi des accompagnements sur le numérique en santé et comprendre les enjeux autour de ces questions-là. Donc ça fait partie d'un programme de financement. Alors c'est un petit peu à part du Ségur, c'est un autre volet
de la stratégie d'accélération du numérique en santé, mais c'est un point effectivement qui est très important et qui va se déployer progressivement. Et on travaille également avec les groupements pour tout ça. Oui, et on est associé, hein, quand tu parlais notamment de la formation initiale et puis continue, on est associé en fait, nous, équipe DNS, ANS, CNAM, justement pour fournir des supports. Là, on a été récemment Tout à fait. contacté côté médecin, officine, infirmier aussi pour être associé. Et les outils qu'évoquait tout de suite Nelsa servent aussi et vont être largement diffusés au sein de ces formations. Et j'insiste vraiment sur la partie, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions sur les paramètres. Je vous invite vraiment à consulter le mémo qui est à la fois sur le site de l'ANS et sur le site amélie.fr sur les paramètres du DMP, droit en consultation et en alimentation, avec toutes les questions de paramètres, les questions sur les représentants légaux à qui on peut masquer certains documents, parce que chaque webinaire, et on le voit aujourd'hui, il y a beaucoup de questions, avec quand même une philosophie, hein, parce qu'il y avait un échange, notamment, je crois, avec le docteur Finder, c'est qu'on a voulu quand même laisser la main, vous l'avez vu dans toute la présentation, aux patients. Et qui s'approfient vraiment. Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer de faire des consignes simples vis-à-vis des patients. On peut encore s'améliorer. On a essayé de faire plus simple que le DMP et on s'améliore au fur et à mesure. Mais du coup, c'est vrai qu'il a la maîtrise. Après, il faut qu'on l'accompagne. Mais les professionnels de santé, on leur a donné toute la visibilité sur ce qui pouvait être fait côté patient aussi pour que vous puissiez répondre aux éventuelles questions des usagers patients qui vous interrogent sur le sujet. Après, il y a toujours la complémentarité de la messagerie, hein, comme on l'a présenté. Si à un moment donné, il y a vraiment un souhait de ne pas du tout avoir l'information par le patient et qu'on n'est pas, en tout cas pas tout de suite, et qu'on n'est pas dans le dispositif de consultation d'annonce qu'on a évoqué aussi dans le chat, rien ne vous empêche aussi d'échanger par messagerie sécurisée de santé, MS Santé, avec un confrère. Mais c'est vrai que voilà, le maître mot, c'est quand même de donner la main à l'usager. Donc, c'est lui qui contrôle finalement le choix de masquer un document ou pas à un professionnel de santé, ce qui est peut-être un peu différent dans ce que vous évoquiez du DMP auparavant, où il y avait une maîtrise plus grande de certains professionnels aux côtés du patient sur la maîtrise du service, en fait. Je me permets juste de vous compléter du coup par rapport à la réponse sur les formations. On n'insiste jamais assez sur la plateforme de e-learning. Parce qu'on a eu récemment des retours sur le nombre d'apprenants et puis qui était extrêmement important, donc plus de 4500 apprenants sur les modules qui sont déjà disponibles, donc sur le DMP, sur MS Santé et également sur l'INS, avec des taux de satisfaction de plus de 88%. Donc, je vous invite fortement à y aller, en tout cas, si vous voulez avoir des informations, vous auto-former aussi sur ce que sont, par exemple, les services socles, on en a parlé, et aussi avoir le vernis sur mon espace santé. Voilà. Merci Saïd. Alors du coup, je propose aussi de peut-être, Xavier, si ça ne te dérange pas, de revenir sur la question du RPPS+, parce que du coup, je vois qu'il y a des RPPS tout court, parce que l'attribution du RPPS. Rappelez peut-être très rapidement, côté ANS, vous avez des informations. Il y a un portail qui est le portail RPPS+, qui permet aux professionnels justement de l'aider à obtenir son identité numérique. Et au travers de cette identité numérique, il va pouvoir justement avoir accédé au service socle. Du coup, tu peux détailler plus pour l'officine Oui, alors, dans le contexte de l'officine, le principe, c'est que le préparateur, alors c'est soit le préparateur qui va sur le service, qui s'enregistre lui-même, en fait, qui va entrer ses traits d'identité avec, par exemple, son identité France Connect, ou alors c'est le titulaire de l'officine qui va faire la saisie pour son équipe de préparateurs. Donc ça, l'un ou l'autre sont possibles, mais de toute façon, à la fin, il faut qu'il y ait le titulaire de la pharmacie, un des titulaires de la pharmacie, qui valide et qui reconnaisse bien la personne qui se présente comme étant préparateur dans son officine, comme bien salarié en qualité de préparateur. Donc c'est bien le titulaire en qualité d'employeur qui certifie et qui est ce qu'on appelle dans le jargon une autorité d'enregistrement et qui certifie que telle personne
est bien préparateur en officine et a bien les compétences requises puisque elle est employée pour être au comptoir avec cette compétence. Une fois que ce dispositif est bien validé par l'employeur, le préparateur sous 48 heures peut activer une carte ICPS. Alors, à très court terme, cette carte ICPS n'ouvre pas de droits particuliers sur les services socles et même sur le DMP parce que nous, de notre côté, on a encore du travail à faire pour reconnaître le code. C'est tout simple, hein, c'est juste que le code professionnel, il est récent pour les préparateurs en officine et donc il n'est pas encore implémenté dans tous les dispositifs auxquels ils peuvent prétendre l'accès. Donc ça, c'est un travail qui est en cours. L'idée, c'est bien que le préparateur continue de travailler sous la responsabilité. Il y a du bruit dans le casque. Pardon. Que le préparateur continue de travailler évidemment sous la responsabilité du pharmacien et du titulaire, bien sûr. Ça ne change rien au contexte professionnel dans lequel il s'exerce. Néanmoins, dans les accès directs aux données de santé, chacun est responsable pénalement de ce qu'il fait. Donc, ça veut aussi dire que demain, il sera pénalement répréhensible de partager sa carte CPS pour faciliter l'accès à des collaborateurs. Ils auront leur propre identité numérique et ils accéderont sous leur propre nom et en responsabilité personnelle et pénale au cas où il y ait des abus d'accès à certaines informations, comme on a pu le voir récemment dans l'actualité. Donc ça, c'est tout à fait nouveau, on va dire. Voilà, donc la responsabilité professionnelle ne change pas, hein, l'exécution des ordonnances et tout ça, mais par contre, l'accès aux données de santé, elle est nominative et tracée de façon individuelle dans l'ensemble des dispositifs. Et sachez qu'à chaque consultation d'un DMP, d'un document dans le DMP, le patient est informé que monsieur Bidule ou madame Truc a consulté tel document dans votre dossier, et donc le patient est en droit de demander des comptes si jamais il estime que c'était une consultation indue. Donc il est informé immédiatement de la même façon que vous êtes informé quand quelqu'un se connecte sur votre compte des impôts ou sur autre chose, ou votre banque par exemple. Merci Xavier. Du coup, j'en profite juste pour vous rappeler, parce qu'il y a aussi des questions autour de quels sont les critères pour savoir finalement si ma boîte mail elle est reconnue comme sécurisée. Là, on vous invite vraiment à aller, on a mis dans la conversation le lien vers la liste des logiciels qui sont référencés Ségur, et donc il y en a certains pour les LGO qui sont aussi opérateurs de messagerie sécurisée. Donc, n'hésitez pas à la consulter pour justement avoir plus d'informations. Ouais, sur les LGO, juste pour vous préciser, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'était vraiment, donc sur le marché, il y a 11 logiciels en France qui sont LGO. Il y en a aujourd'hui 8 qui sont référencés et les 3 derniers sont en train de se faire référencer. Ils n'ont pas pu le faire dans le cadre de la fenêtre de financement, mais ils sont tout de même en train de se faire référencer et on a bon espoir qu'avant la fin de l'année, la totalité des logiciels du marché pour les officines soient tous référencés Ségur. Et encore une fois, les pharmaciens seront les premiers à avoir la totalité de leur logiciel référencé Ségur. On peut reprendre une question peut-être de Monsieur Alain Morisseau sur justement la thématique MS Santé. En cas de cession de l'officine, quelle obligation pour le cédant et l'acquéreur pour la balle MS Santé organisationnelle? Alors, comme viennent vous l'expliquer Nelsa et Xavier, en fait, une messagerie est dite sécurisée MS Santé quand elle fait partie d'un espace de confiance, en l'occurrence l'espace de confiance MS Santé. On a toute une liste d'opérateurs aujourd'hui qui soit proposent des logiciels, donc des solutions de messagerie avec une typologie de boîte aux lettres, nominative, organisationnelle, voire applicative quelquefois. L'idée, c'est que quand vous cédez votre officine, alors que vous étiez équipé par exemple d'une balle MS Santé, c'est un contrat en tout cas qui vous lie à un opérateur. Donc qui dit contrat, s'il y a une cessation d'activité, il faut effectivement prévenir votre opérateur de la démarche donc de cessation d'activité pour que ce dernier supprime votre balle MS Santé. Donc, en aucun cas, elle est reprise par le nouvel acquéreur. Et tout ça, vous est expliqué effectivement en complément sur le site de l'ANS. Du coup, j'en profite. Je vais juste vous remettre le lien sur la page RPPS+, et qui vous explique justement en fait quelles sont vos obligations et en tant que responsable finalement d'enregistrement, de validation, comme expliquait Xavier, des professionnels à rôle dans votre officine. Et du coup, je crois que Xavier, tu voulais revenir sur un sujet qui a été l'INS. J'ai vu passer… Oui.
Effectivement, j'allais répondre. Alors, l'identité nationale de santé, c'est un sujet extrêmement important. Souvent, on nous oppose que c'est du flicage, du contrôle d'identité, des choses comme ça. Il faut vraiment le voir comme étant un outil d'identito-vigilance pour s'assurer en toute confiance que les documents que vous allez partager soient des documents qui concernent bien la personne et que vous le mettez bien dans le bon dossier médical. Voilà, je vous fais pas un dessin, hein, mais imaginez que demain vous preniez des décisions ou qu'un autre professionnel prenne des décisions sur des documents dont il est persuadé que ça concerne le patient X et qu'en fait ça concerne le patient Y. Bon, voilà, je vais pas vous faire un dessin au-delà des conséquences légales, médico-légales, sur les conséquences simplement humaines que peuvent avoir des erreurs de cette nature. Donc, ce qui est très important, donc, pour qualifier une INS, c'est de demander une pièce d'identité de façon à vérifier visuellement que les traits d'identité correspondent bien à ce que le téléservice vous renvoie en termes d'informations, que les noms, les prénoms correspondent bien, de façon à ce que vous puissiez valider en toute confiance les informations. Et ça, c'est quelque chose qui est à faire pour chaque pour chaque dossier au sein de chaque logiciel. C'est pas quelque chose que, par exemple, un pharmacien va faire pour le compte de tout le réseau. C'est chacun dans son officine pour appairer son dossier local avec le dossier central. Donc, et ça à faire également pour tous les professionnels de santé, les établissements de soins, le médico-social, etc., etc. À savoir qu'avec l'arrivée de l'application carte vitale, cette fonctionnalité sera simplifiée puisque à terme, alors pas dans cette version qui est en cours de déploiement, mais dans la version 2, l'application carte vitale sera, on va dire, de niveau de confiance enfin après c'est un peu technique, mais en tout cas embarquera cette qualification d'INS en automatique, et donc à partir du moment où le patient utilisera sa carte vitale, sa e-carte vitale, la qualification de l'INS dans votre dossier sera automatique, et donc vous n'aurez plus à vous préoccuper de cette question-là. Mais en attendant que ce soit complètement déployé, vous devez faire ce travail de qualification. Voilà, et on voit que les professionnels qui nous ont dit qu'ils utilisaient notamment dans les kits là qu'on évoquait, par exemple l'affiche à apposer dans l'officine, ou certains, vous la voyez beaucoup dans les laboratoires de biologie aussi, l'ont affiché pour expliquer tout simplement aux patients que c'est dans son intérêt pour éviter les erreurs d'alimentation, comme l'a dit Xavier. Et on voit que quand il y a des erreurs d'alimentation, nous, on a des appels au Super Mon Espace Santé, les gens sont forcément choqués et inquiets. Donc, rien que cette petite affiche peut faciliter l'échange avec le patient pour vous lui demandez à un moment donné la carte d'identité, et c'est une fois, et après, vous ne le redemandez plus, quoi. Donc, voilà, ça peut aider à la communication. Et puis, il est probable que le médecin l'ait déjà demandé avant qu'il arrive à l'officine, et qu'éventuellement son infirmière lui ait déjà demandé de son côté, etc., etc., ou à l'hôpital. Donc, à force, les choses vont finir par rentrer ça va rentrer, on va dire, dans le processus commun de présenter une pièce d'identité pour ces questions-là. Bon, du coup, j'en profite. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Je crois qu'on a balayé à peu près tous les thèmes qui étaient dans le fil de discussion. Il y avait une dernière question, pardon, excuse-moi, sur la date de la e-carte vitale. Elle va se déployer progressivement courant 2024, et je pense être en mode... Sandrine, peut-être tu peux confirmer. Oui, c'est ça. On est pour l'instant sur des déploiements qui démarrent sur 8 départements, progressivement 15, puis ensuite toute la France. Donc voilà, on commence à déployer là sur fin 2023 dans quelques départements, et ça va se faire de façon progressive après sur toute l'année 2024. Et donc les pharmaciens notamment, comme les autres professionnels de santé, sont accompagnés notamment par les équipes assurance maladie pour faciliter au mieux ce déploiement. Et vos logiciels sont déjà prêts pour accueillir l'application carte vitale, puisque ça faisait partie des exigences vague 1 Ségur. Donc voilà, un autre exemple très concret. Donc, merci à tous. Du coup, j'en profite, une dernière info, c'est si vous voulez être au courant de tout ce qui se passe autour justement de Mon Espace Santé, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour avoir justement les dernières actus, les dernières choses qui paraissent en termes d'évolution et aussi en termes de webinaires, s'il y a d'autres webinaires qui peuvent vous intéresser. Et en attendant, je vous dis une bonne soirée et à bientôt. Bonne soirée, merci. Merci à tous, bonne soirée.